La matinale RCF, le grand invité. Ils ont fait leur rentrée politique ce week-end. Les élus du Rassemblement national se sont retrouvés au Cap d'Agde dans l'Hérault, un week-end pour se remettre en route avant la rentrée le 3 octobre à l'Assemblée nationale pour les députés, et dont Marine Le Pen a profité pour affirmer ou réaffirmer la ligne du parti sur certains dossiers. Bonjour Victor Catto. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement national du Nord. Merci d'être venu dans le studio de la matinale RCF ce matin. Alors parmi ces dossiers, celui de la réforme des retraites, Marine Le Pen a affirmé qu'elle s'y opposerait de toutes ses forces. Vous ferez bloc à la rentrée sur cette réforme ? Alors il est évident que nous allons faire bloc. Pourquoi ? Parce que cette réforme, c'est une réforme qui a été faite dans la précipitation. Elle n'a pas pris en compte notamment les partenaires sociaux qui se sont exprimés sur le sujet. On a une réforme qui est très punitive en réalité. On regarde dans le détail le projet de loi qui est celui du gouvernement et on se rend compte que finalement il y a une volonté de pousser les chômeurs à retravailler rapidement, au détriment finalement de trouver un emploi durable, alors que la vocation à la base de l'indemnité de chômage, c'est de permettre effectivement aux personnes de garder un revenu pour trouver un emploi durable. Et ici, effectivement, on a cette volonté de faire en sorte que les chômeurs reprennent très vite le travail. Et il y a cette volonté, du coup, de réduire également dans la durée l'indemnité chômage, qui est du coup qui justifie effectivement notre position, puisque on va envoyer des personnes travailler pour un salaire qui est en dessous peut-être de leur prétention salariale, avec un travail qui ne leur correspond pas, dont ils n'ont pas la formation et dont ils peuvent espérer peut-être beaucoup mieux. Donc évidemment que cette réforme, nous la combattrons à l'Assemblée nationale. Je précise donc pour la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement prévoit une modulation des règles de l'assurance chômage, qu'elle serait plus dure quand la conjoncture économique est bonne et plus favorable quand elle est moins bonne. Oui, là c'est un point de non-retour pour vous. Vous ne pourrez pas avancer avec le gouvernement sur cet enjeu ? Disons que finalement le gouvernement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, en fonction effectivement de la conjoncture actuelle, la conjoncture dans laquelle on sera, va adapter l'assurance chômage. Et si effectivement il voit qu'il y a beaucoup trop de chômeurs, va durcir finalement l'assurance chômage. Et s'il voit qu'effectivement les chiffres sont meilleurs, sera plus souple. Et ça, ce n'est pas une façon de faire. Ce n'est pas une façon de faire en sorte que les personnes puissent retrouver un travail durable. Et nous avons vocation à soutenir également les chômeurs, parce que ce n'est pas un choix forcément. On se retrouve parfois au chômage par cause de licenciement économique, un licenciement pour faute, pour finalement aussi des fois des maladies professionnelles. Et on doit permettre finalement à ces gens de pouvoir se réinsérer, de pouvoir retrouver un travail dans la durée. Sur la réforme des retraites, est-ce que vous craignez un passage en force du gouvernement qui pourrait avoir recours au 49.3 qui permet de contourner le débat parlementaire ? Je pense qu'effectivement, d'après les échos qu'on a actuellement, qu'il y a une volonté du gouvernement de faire passer ça en force, notamment dans le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais c'est évidemment quelque chose qu'on combattra également et on pointera du doigt, parce qu'on ne peut pas, comme le veut le faire le gouvernement, faire le PLFSS finalement un débat sur les retraites. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le lieu, et je pense que c'est un sujet qui mérite un réel débat à l'Assemblée nationale. Et les Français nous attendent au tournant, parce que c'est un sujet qui a été déjà évoqué dans le précédent mandat d'Emmanuel Macron, et qui doit faire l'objet d'un débat, de consultation, et de consultation aussi avec les Français, parce que c'est un sujet qui les préoccupe et dont ils sont fermement opposés, l'augmentation effectivement de l'âge de départ à la retraite. Et donc nous serons évidemment à l'Assemblée nationale pour combattre finalement ce qui voudrait être fait par le gouvernement. Victor Catto, vous avez participé au rassemblement de ce week-end au Cap d'Agde avec tous les élus du Rassemblement national. Quelle est la ligne qui a pu être fixée dans le week-end ? Est-ce qu'il va falloir être constructif en cette rentrée, ou alors rester dans une opposition assez dure vis-à-vis de la majorité présidentielle ? Alors nous n'avons pas vocation à être comme la France insoumise, des opposants systématiques à tout. C'est-à-dire que dès lors qu'on a des propositions, qu'elles viennent de gauche, de droite, du gouvernement, qui sont dans l'intérêt des Français, nous pouvons effectivement les voter. Si effectivement elles sont dans un intérêt qui est contraire à l'intérêt des Français, alors là nous voterons évidemment contre. Donc nous sommes vraiment là pour accompagner au mieux les Français, de pouvoir les défendre à l'Assemblée nationale. Et si parfois il y a des textes qui sont intéressants et qu'il faut amender, nous le ferons. Parce que des fois il y a des textes, il y a peut-être des positions qui sont intéressantes, et nous l'avons fait pendant par exemple On l'a vu avec effectivement les mesures d'urgence sur le pouvoir d'achat. Il y avait des choses qui étaient intéressantes, parce qu'effectivement il a fallu aider dans l'urgence des millions de Français qui souffraient finalement de ce qui pouvait se passer financièrement pour eux, et nous avons amendé à plusieurs reprises sur différentes thématiques. Nous l'avons fait nous avons par exemple évidemment voté sur le fioul pour compenser finalement l'augmentation du fioul. Nous l'avons également fait, nous avons souhaité le faire également pour les collectivités locales, notamment pour le gaz et l'électricité. Nous avons voulu compenser finalement
le coût que ça pouvait représenter sur une collectivité locale et pour les entreprises, c'est des choses qui sont pour nous essentielles et sur lesquelles nous avons effectivement amendé pour permettre finalement à un plus large public de bénéficier des aides de l'État. Vous l'évoquiez à l'instant, la rentrée est aussi marquée par cette crise de l'énergie, l'augmentation des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité. Le gouvernement multiplie les annonces autour de cette crise. Est-ce qu'il fait bien, selon vous, de nous préparer à d'éventuelles coupures cet hiver ? Ce discours assez urgent, est-ce qu'il est nécessaire ? C'est en fait un peu contradictoire avec la réalité, en fait, parce qu'on a un gouvernement qui a fait des choix idéologiques, qui a fait des choix notamment de rentrer sur le marché européen d'électricité. Et on voit qu'effectivement aujourd'hui, quand on parle d'électricité, que le marché européen qui est calqué sur le marché allemand, c'est-à-dire que l'Allemagne produit son électricité, mais sauf qu'elle la produit via le gaz, l'électricité allemande est plus chère que l'électricité française qui est produite globalement grâce finalement au marché nucléaire qu'on a en France. Et donc notre électricité s'adapte finalement au coût d'électricité allemande. Nous, ce qu'on souhaite faire, et ce qu'on propose d'ailleurs au gouvernement, c'est de faire comme l'Espagne et le Portugal, nos homologues, qui sont sortis du marché européen d'électricité pour du coup faire baisser le coût de l'électricité et pouvoir ne pas être calqués sur le marché allemand. Et ainsi, ils ont pu faire baisser près de 3 fois du coup le prix de l'électricité du coup en Espagne et au Portugal. Et je pense que c'est des mesures qui sont essentielles et qu'on ne va pas finalement demander aux Français notamment de baisser d'1 degré leur chauffage, de débrancher leur box Wi-Fi pour pouvoir faire des économies en termes d'électricité. Est-ce que sur ce sujet aussi, vous demandez de la transparence ? On sait que Marine Le Pen s'est opposée à la méthode du gouvernement qui passe par des conseils de défense au niveau de l'énergie. Est-ce que vous demandez également que ça revienne au sein du Parlement ? Disons que le Parlement, c'est quand même la chambre qui représente le peuple. On a été élus il y a quelques semaines, quelques mois, pour représenter des Français, des millions de Français. Et ça me semble essentiel de pouvoir permettre à ce Parlement de débattre de ces sujets. Donc on a des personnes qui croient en nous, alors pas seulement forcément aux élus du Rassemblement national, mais qui croient aux députés pour pouvoir les représenter. Et quand on voit qu'effectivement Emmanuel Macron souhaite débattre dans son coin sans finalement faire en sorte que le Parlement puisse co-construire finalement le projet pour les Français, eh bien oui, ça nous semble un peu préoccupant parce que ça montre finalement un déni de démocratie également d'Emmanuel Macron qui est quand même qui a une tendance à vouloir diriger un peu seul sans prendre en considération le message qui a été envoyé par les Français en juin dernier qui veut une réelle opposition à Emmanuel Macron. Votre parti, encore par la voix de Marine Le Pen, dénonce les sanctions imposées par les Occidentaux à la Russie qui, selon Marine Le Pen, sont inappropriées, inefficaces. Est-ce que ce n'est pas un petit peu tôt pour le dire ? En fait, on peut le voir parce qu'effectivement, on a effectivement des sanctions qui ont été prises. Alors, il y a des sanctions qui sont légitimes. Quand on parle les sanctions sur les frais bancaires, sur les oligarques russes, c'est effectivement légitime. Mais sur l'énergie, les sanctions qui ont été prises, notamment sur le gaz, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, ça se retourne contre nous. On a effectivement un État, l'État russe, qui finalement fait beaucoup de profits via le gaz qui est aujourd'hui vendu dans son pays. Et aujourd'hui, finalement, ceux qui en subissent les conséquences, c'est les Français. Donc, effectivement, et on l'avait prévenu dès le début, c'est qu'effectivement, il faut prévoir les conséquences de telles mesures. Aujourd'hui, ça se retourne contre nous, et non seulement contre les Français, qui subissent de plein fouet tout ça, et effectivement avec des prix qui vont être exorbitants pour eux, et qui n'auront probablement qu'ils auront beaucoup de difficultés à les payer en fin d'année. Et donc effectivement, on part du principe que ces sanctions sur l'énergie n'ont pas vocation à rester, puisque ceux qui vont en payer les conséquences vont être les Français, et celui qui va devoir compenser les potentielles augmentations du prix de l'énergie, ça va être l'État, donc indirectement également les Français. Durant le week-end parlementaire auquel vous avez participé avec donc, les autres élus du Rassemblement national, il y a eu un mot qui est beaucoup revenu, c'est celui du système. Dans les discours, plusieurs élus, notamment Marine Le Pen encore une fois, a revendiqué d'être hors système. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui des autres élus ? Alors, c'est-à-dire, ce qui nous différencie, c'est qu'on agit également pour le peuple. C'est-à-dire qu'on est là et qu'on n'a pas de vocation à défendre des intérêts, des fois lobbyistes, des intérêts financiers. On est là pour défendre les Français, on va sur le terrain. On est toujours... Comme d'autres élus. Comme d'autres élus probablement, mais aussi beaucoup d'élus malheureusement qui sont souvent En Marche, qui sont un peu déconnectés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'ils sont du système, c'est qu'ils sont déconnectés de la réalité. Nous, on est sur le terrain de façon régulière. Je vais très souvent me rendre dans les collectivités locales, dans des entreprises, pour comprendre les revendications, pour comprendre les attentes finalement qu'ils peuvent avoir sur le terrain et pour pouvoir les faire remonter. Et donc c'est en ça qu'on dit qu'on est hors système, parce que nous on est vraiment sur le terrain et qu'on a envie d'être au plus près des attentes des Français. L'accent a également été mis ce week-end sur la formation. Vous êtes un jeune député. Est-ce que vous avez trouvé vos marques à l'Assemblée ou est-ce qu'il faut encore, pour vous comme pour d'autres jeunes députés, encore faire de la formation
Alors, c'est effectivement, comme vous le dites, effectivement, il y a beaucoup de nouveaux à l'Assemblée nationale et c'est une bonne chose parce que je pense qu'on a envoyé beaucoup de députés qui sont issus de la société civile et c'est une bonne chose parce qu'ils ont un regard qui est différent de ceux qui ont effectivement une expertise peut-être dans un domaine. Quand on a une expérience de vie, on peut être des fois beaucoup plus compétent sur un domaine. Et cette formation, elle était là aussi pour compléter les connaissances de terrain qu'on peut avoir, mais compléter les connaissances également législatives. Donc ça permettra du coup aux députés du Rassemblement national d'avoir un regard qui sera beaucoup plus expérimenté sur ce qui va se produire du coup à la rentrée à partir du 3 octobre à l'Assemblée nationale et de permettre enfin aussi d'avoir des députés qui seront de très très bonne qualité pour montrer qu'effectivement les Français ont fait le bon choix et pourront faire un meilleur choix également en 2027. Victor Catteau, le 5 novembre prochain, le nouveau président de votre parti sera connu. Alors ça va se jouer entre Louis Alliot, le maire de Perpignan, et Jordan Bardella, eurodéputé. Vous avez annoncé, vous, votre soutien à Jordan Bardella. Qu'attendez-vous de lui s'il devient président du Rassemblement national? Alors j'attends finalement qu'on continue comme finalement on fait depuis quelques mois, quelques années. Je veux dire, Jordan a entamé effectivement depuis les élections européennes notamment une grande dynamique. On a remporté brillamment les élections européennes. Il a été aussi l'un des acteurs principaux du nombre de députés qu'on a fait rentrer à l'Assemblée nationale parce qu'il était président par intérim. Et donc ce que j'attends de lui, et comme beaucoup d'autres, c'est finalement qu'on puisse accentuer et continuer la dynamique qui est celle actuelle et qu'on puisse finalement porter la voix des patriotes haut et fort en 2027 au plus haut sommet de l'État. Donc ce serait un héritage un peu de Marine Le Pen. Vous n'attendez pas de changement particulier? Pour vous, c'est important qu'on reste dans cette ligne? On voit que la ligne finalement qui est celle de Marine Le Pen plaît aux Français. On voit qu'elle est publicitée. Elle a été publicitée quand même. Elle a fait une nette augmentation aux élections présidentielles. On voit que les Français ont fait confiance également au Rassemblement national en envoyant 89 députés. Donc finalement, de plus en plus, effectivement, avec de la pédagogie, on arrive à faire comprendre aux Français que notre projet est le mieux pour la France. Et je pense que c'est essentiel de pouvoir continuer dans cette direction parce que cette direction, elle plaît aux Français et elle est souhaitée également par beaucoup de Français. Votre parti, malgré ses victoires, en tout cas malgré la victoire que revendique Marine Le Pen, est endetté à hauteur de 22 millions d'euros et lance auprès de ses sympathisants un grand emprunt national, c'est son nom, une demande de dons pour survivre. Est-ce que ces dettes vous ralentissent aujourd'hui au Rassemblement national? Est-ce que avez-vous les moyens de vos ambitions finalement? Alors oui, je pense effectivement, c'est vrai que beaucoup de partis peuvent des fois connaître des difficultés et c'est aussi le prix qu'on paye quand on veut faire une campagne présidentielle à la hauteur qu'on l'a faite également et beaucoup de partis sont passés par là. On a vu effectivement les Républicains qui ont été endettés à des hauteurs beaucoup plus élevées et qui se sont relevés. Donc je ne pense pas que ce soit en soi problématique pour pouvoir demain gagner de très élections. Je pense que le parti est tout à fait prêt et que ce n'est effectivement qu'un détail pour l'instant en financier pour l'instant. C'est un détail qui ne vous ralentira pas dans les ambitions que le parti a pour l'avenir? Je ne pense pas, parce qu'effectivement, au-delà de tout ça, on a aussi quand même une expérience de terrain qui nous permettra de compenser et effectivement avec les différents élus qu'on aura effectivement sur le territoire, nous aurons aussi la possibilité d'avoir les financements publics qui sont aussi permis par l'État via le nombre de députés qui sont à l'Assemblée nationale. Eh bien, merci beaucoup Victor Catteau, député Rassemblement national du Nord. Merci d'être venu dans le studio de la matinale RCF. Cet entretien est bien sûr à retrouver dès ce matin sur notre site internet rcf.fr.